Je voyais le mariage de ma mère qui était complètement brisé et puis désastreux. Et moi, je me projetais pas forcément dans l'idée de un jour me marier et fonder une famille. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Aris Liengo Landala pour un recto verso. Tu le connais. Yes. C'est une personne qui a participé à la création, la fondation de Kingdom is Back. Il y a eu quelques changements, vous avez vu. Maintenant, on s'appelle Shine. On a envie de créer une communauté, créer un mouvement qui parle simplement de Jésus et on essaie de découvrir qui il est et ce que ça signifie aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu es l'invité. Yes. Alors, Aris, vous le connaissez déjà un petit peu avec son parcours qu'on a vu dans plusieurs épisodes. Mais je pense que c'est important de mettre en avant qui il est. Aris, 27 ans, marié, qui projette de créer une famille, avec un parcours complètement fou et on va creuser cet aspect familial. Il est directeur artistique, tu es en train de créer ta propre entreprise dans le domaine, jeune orateur. Il est aussi responsable jeunesse d'une église à Neuchâtel, en Suisse. Une église de 800 personnes où il y a pas mal de jeunes. C'est un truc qui est complètement fou pour notre époque. Ouais. Et du coup, on va rentrer dans cette thématique avec la famille. Tu n'as pas forcément grandi avec les mêmes modèles classiques familiaux. Comment toi était ta relation avec ton père biologique? Déjà pas évident parce que mon père biologique, je ne l'ai pas connu du tout. En fait, je l'ai rencontré très très tard dans ma vie. Disons que mon père biologique, c'était plutôt un entrepreneur qui voyageait beaucoup. Quand j'ai eu à peu près 14 ans, un jour je reviens du foot, puis ma mère me dit « ton père il a appelé ». Et tu vois, même pas un bonjour, comment ça s'est passé, direct ton père il a appelé. Puis j'étais hyper choqué. J'avais l'impression qu'un inconnu, c'est comme si tu me disais, je sais pas moi, Georges Clooney t'a appelé. Tu vois, je connaissais de nom, mais je connaissais pas la personne. On a quelques échanges et tout, mais rien forcément d'extraordinaire. Et après, il a de nouveau disparu. Il a repris contact avec moi seulement lorsque j'ai eu à peu près 19 ans, à travers une lettre. C'était, je dirais, assez émouvant. C'était une des premières fois où je le voyais vraiment s'exprimer et j'avais un peu plus connaissance de qui était la personne. Toi, comment tu réagissais quand tu avais tes potes qui étaient au foot et il y avait leur père, tout simplement, qui allait les voir? Ouais. Et puis toi, tu me parlais justement de cette expérience à 14 ans où ton père reprend contact avec toi. Comment est-ce que tu vivais la chose en tant qu'ado? Très franchement, aussi, grandir sans père biologique, on ne sait pas forcément comment traiter ses émotions. Surtout que j'ai plutôt grandi à cet âge-là avec des modèles de bonhomme, tu vois. On montre pas ses émotions, tu vois. Moi, j'ai grandi avec un 50 Cent, tu vois, le mec, il a pris 9 balles, il est vivant et il se plaint pas. Alors, qui suis-je pour me plaindre que mon père n'est pas là? Et puis, j'étais plutôt dans cette attitude de déni. Mais au fond, ça me touchait. Parce que je voyais des coéquipiers avec leur père qui était présent. J'avais franchement l'impression d'être orphelin de père à ce moment-là. Pour ma part, c'était un peu un sujet de honte. De dire, écoutez, je connais pas mon père biologique. Pourquoi est-ce que c'était de la honte? Parce qu'en aucun cas, c'est de ta responsabilité ce que ton père fait. Et pourtant, il y a ce côté-là où on veut se cacher des choses qu'on n'a pas commises, qui n'est pas de notre responsabilité. C'est tellement fou, mais je pense beaucoup d'enfants ont l'impression qu'ils sont parfois responsables des erreurs de leurs parents. Ils portent cette charge sur eux. Inconsciemment, je l'ai fait. J'avais comme l'impression que le fait de ne pas avoir de papa, c'est quelque chose de honteux pour moi. Aujourd'hui, en grandissant, je dirais que c'est plutôt mon père qui devrait avoir honte de ne pas avoir assumé ses responsabilités en tant que papa. Pour moi, en fait, dire que j'ai pas de père, c'est révéler aux gens que je suis pas si extraordinaire que ça, je suis pas si fort qu'on l'imagine, je suis aussi faible que d'autres coéquipiers dans différents domaines. Quand j'étais petit, mon modèle ultime, c'était Thierry Henry, le footballeur, tu vois. Et lui, il a vraiment grandi
aussi avec un père qui était plutôt dur, ce qui fait que Thierry Henry ne montrait pas ses émotions. Quand il marquait un but, le gars il courait stoïque comme ça, tu vois. Il bougeait pas. Moi en fait j'ai grandi avec ce genre de modèle et je disais waouh, j'ai envie d'être comme Thierry Henry. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te projettes en tant que mari, que tu te projettes en tant que futur père, ouais. Alors que tu n'avais aucun modèle qui te disait que c'était possible? Le fait de ne pas connaître mon père biologique, déjà c'était pas évident, mais en même temps j'ai aussi été confronté à des beaux-pères et les relations n'étaient pas forcément évidentes. Mon premier beau-père, c'était une personne charmante, extraordinaire, mais il avait un vice, c'est qu'il était alcoolique. Il se met à crier dans la maison, il se met à taper contre les portes. Je suis juste un enfant et je découvre en fait l'horreur de l'alcoolisme. Ça a duré pendant vraiment de très très longues années. Une de mes camarades de classe, en fait, c'est juste ma voisine du dessous. Elle me dit, mais je sais pas comment tu fais pour vivre ça, mais chaque soir je prie pour toi. Je prie vraiment que rien ne vous arrive à toi et ta maman. Je voyais le mariage de ma mère qui était complètement brisé et puis désastreux. Et moi, je me projetais pas forcément dans l'idée de un jour me marier et fonder une famille. Quelques années plus tard, puisque les violences vont vraiment perdurer, il était tellement sous d'une violence qu'il s'en est pris à ma mère et il a étranglé jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse en fait. Le service de protection de l'enfance a décidé vraiment de mettre un terme à notre calvaire et tous les deux on va déménager, on va prendre un autre appartement. Malheureusement on va retomber dans un cercle vicieux puisque je vais connaître un autre beau-père, lui aussi malheureusement à découvrir d'autres vices derrière avec vraiment une violence extrême. Tu me partages l'envers du décor de la famille. Tu vois des mariages se briser, tu vois l'absence d'un beau-père. Tu me dis que le mariage, c'est la dernière chose à laquelle tu penses finalement. Pourquoi tu t'es marié? J'avais déjà besoin d'être guéri après tout ce que j'ai vécu, toutes ces épreuves, de confronter mes idéaux, mes croyances. La peur, c'était de faire la même chose que mon père, puisque maman, des fois, me répétait que je ressemblais à mon père sur certains traits physiques, sur certains traits de caractère. Ça me faisait plus mal qu'autre chose parce que j'avais plutôt le portrait de quelqu'un de pas bien et j'avais l'impression qu'on me dépeignait comme quelqu'un de pas bien et que peut-être que moi aussi un jour je ferais la même chose que lui. Je partirais, je serais irresponsable, je prendrais pas soin de mon enfant et tout. Et j'ai fait une rencontre assez extraordinaire et assez mythique. J'ai rencontré la foi, voilà, et ça a changé ma perspective. En fait, ça a donné la possibilité de croire qu'il peut y avoir un avenir meilleur pour moi, quel que soit le passé, quel que soit ce que j'ai pu vivre avant qui est complètement chaotique. C'est possible pour moi qu'une image puisse être restaurée, une image de la famille, une image de père puisse être restaurée. Et j'ai vécu ce processus de foi, on va dire à fond, vraiment de tout mon cœur. À travers des récits bibliques, j'ai découvert que c'est pas anodin, qu'il n'y a pas que ma famille qui a été brisée. On retrouve des histoires de beaucoup de familles qui ont été brisées et pourtant qui trouvent une espérance en Dieu et qui restaurent leur relation familiale. Je découvrais ce que c'est qu'être un homme selon les valeurs de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les codes? Et je réalisais que, en vérité, c'était ce à quoi j'aspirais depuis toujours. J'avais envie de montrer que dans une société où on ne croit plus au mariage, on ne croit plus en des valeurs de fidélité, en des valeurs d'engagement, d'amour, il est possible de quand même les vivre. En fait, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire de ne pas les vivre. Il n'y a rien d'extraordinaire de dire qu'on trompe sa femme, qu'on voit ailleurs, qu'on n'est pas fidèle. Il n'y a rien de glorifiant là-dedans. Moi, j'ai plutôt pris le twist d'une autre manière et je me suis dit, mais dans une valeur où les gens vivent ça, ça doit être extraordinaire d'être un homme fidèle. Ça doit être extraordinaire d'être un homme qui
aime sa femme, d'être un homme qui montre ses émotions, qui se rend vulnérable et qui est tout simplement authentique. Et j'ai envie d'être marginal dans cette société et d'être un petit peu à part. Et c'est comme ça en fait que j'ai décidé de croire que c'était possible pour moi. Wow. Tu me disais que tu as beaucoup lu la Bible en cherchant cette foi que tu voulais vivre à 100%, à 200%. Est-ce qu'il y a un verset qui t'a marqué plus que les autres? C'est ce passage, je ne sais plus la référence, mais qui dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et j'avais besoin que mes choses passées, mes choses anciennes, si je peux dire mes démons ou mes casseroles, soient passées. J'avais besoin que quelqu'un me révèle que mon passé ne définit pas mon futur. Que c'est possible avec mon passé d'avoir un futur glorieux. On arrive à la fin de cet épisode recto verso et je suis certain qu'il y a des dizaines de jeunes qui se retrouvent dans une partie ou une autre de ton histoire, qui voient un père ou une mère absent, qui voient une famille avec des réelles difficultés. Et puis lorsqu'ils se projettent, ils se disent « mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais faire la même chose que mes parents? Est-ce que je vais tout simplement vouloir éviter ça, fuir ça, vivre avec de la honte ou avec du déni, un peu comme toi? Si tu devais donner un encouragement pour ces personnes qui vivent cette réalité-là, alors que toi tu es sorti de ça et tu en bâtis un mariage maintenant, ce serait quoi cet encouragement? Choisis d'incarner le changement que tu veux voir. À un moment donné, j'ai dû me positionner par rapport à mon passé. J'ai dû faire une rétrospective sur ma vie. J'ai défini qu'est-ce que je voulais vivre dans le futur, qu'est-ce qui était bon pour moi, quel genre de père, quel genre de mari, quel genre de personne je voulais être. Plus que juste le définir, j'ai choisi de l'incarner. C'est les valeurs transmises par Christ qui m'ont sorti, si je peux dire, véritablement de l'enfer. Et il y a une espérance dans ces valeurs. Et je prie et je te souhaite, je t'encourage véritablement, si tu n'as jamais fait la démarche, à chercher, juste par curiosité. Moi, pour ma part, je l'ai fait avec curiosité. Je me suis dit, dans la situation où je suis, j'ai rien à perdre. Ça ne peut pas être pire que ce que je suis en train de vivre. Alors peut-être dans ta situation, tu as déjà tout essayé. Je t'encourage à essayer les valeurs bibliques et voir comment ça impacte et ça fait une différence dans ta vie. Ça fait une différence pour moi et pas seulement pour moi, mais pour mes amis, pour ma famille, pour mon entourage. Et je pense que ça peut aussi faire une différence pour toi, tes amis et ton entourage. Waouh, c'est fort, c'est authentique, c'est humble et c'est audacieux. Merci. Merci beaucoup Haris pour ton parcours, de l'avoir montré. Et j'espère que vous avez simplement apprécié cet épisode. N'hésitez pas à contacter Haris qui est sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il va répondre avec plaisir à des messages, à des questions que vous auriez. Et on se dit à la prochaine.